depuis 1969, la température moyenne bretonne s'est élevée d'1 degré. Salut, c'est Thomas Rozek. Marée verte, tournant écologiste du quinquennat, reprise en main environnementale, cette fin juin, début juillet 2020 aura clairement été marquée par une remontée en puissance des thématiques liées à la lutte contre la catastrophe climatique qui se profile. Alors les raisons sont multiples, succès des Verts en municipal, accompagnement des mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, sans oublier les effets collatéraux de la crise du coronavirus et du confinement, source de pas mal de remises en question. Tout ça sonne au moins dans les mots et dans l'esprit comme une avancée en direction d'une véritable gestion politique et collective d'un problème longtemps réduit à sa part individuelle. Fini le temps où trier ses déchets et manger bio suffisait à se dire qu'on progressait, place à l'idée que sans un projet global et volontaire, on ne s'en sortira pas. Car en face, chez celles et ceux qui refusent la sortie du modèle ultra-consumériste et destructeur qui nous a menés jusqu'ici, les projets, eux, sont déjà bien avancés, au point que certains dénoncent désormais le règne un peu partout sur la planète d'une nouvelle forme de totalitarisme populiste, le carbofascisme. De quoi s'agit-il ? C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Nous allons annuler l'accord de Paris sur le climat et arrêter. C'est incroyable. Arrêter tous les paiements des États-Unis pour les programmes environnementaux des Nations Unies. Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite, n'a jamais caché son intention de démanteler les politiques de protection de l'environnement. Pour Vladimir Poutine, la fonte des glaces dans l'Arctique est même positive car elle facilite l'ouverture de nouvelles routes commerciales. Notre invité fait partie de ceux qui dénoncent cette nouveauté totalitaire. C'est Marc Alizard, il est philosophe, il a signé tout récemment un petit livre passionnant, Le coup d'état climatique. C'est paru chez PUF. J'ai commencé notre discussion en lui demandant pourquoi, selon lui, il n'y a pas de crise climatique. Ouais, c'est une petite provocation qui ouvre le livre, mais elle doit s'entendre au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'une crise, c'est quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous l'ayez prévu. C'est une des définitions qu'on peut en donner, enfin c'est celle que je retiens, c'est que c'est quelque chose de soudain. Le Covid, typiquement, c'était une crise. Des gens avaient dit que ça pouvait arriver, mais enfin, quand, où, comment, c'était quand même très très difficile de le dire. Et quand c'est arrivé, on n'a pas su d'abord que ça arrivait, il y a eu des doutes, ensuite à quelle vitesse ça allait arriver, et puis que faire. Enfin, on a bien vu que le monde était surpris et que sa réponse était à la mesure de cette surprise. On pourrait parler des cracks aussi. Les cracks, ça vient par surprise et les réactions et les réponses sont plus ou moins adaptées en fonction de la préparation qu'on a à des crises. La crise écologique, ça ne répond pas, à mon sens, à ce terme. Ça fait plus de 40 ans qu'on sait que ça va venir, on sait où ça va venir, comment ça va venir, et donc il me semble que parler de crise, c'est en fait déjà concéder quelque chose à l'idéologie qui veut que on ne puisse rien faire, on ne sait pas d'où ça vient, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à tout le monde, donc c'est la faute à personne. Alors, quand je dis « on sait », il faut peut-être préciser. On sait, ça veut dire que des scientifiques le savent et ont prévenu, etc. Et après tout, les scientifiques préviennent de beaucoup de choses et on les écoute pas tout le temps et c'est la vie. Mais c'est pas seulement des scientifiques, en l'occurrence. En 79, l'État américain se dote du premier rapport sur le réchauffement climatique qui s'appelle le rapport Charney et qui décrit absolument tout ce qui va arriver en détail. Et le gouvernement américain est très très bien informé pour une autre raison, qui est que les compagnies pétrolières américaines, gazières et pétrolières américaines, se sont aussi procuré leur propre rapport. Et que la relation entre le gouvernement américain et les compagnies pétrolières, mais c'est vrai aussi en Russie ou en Europe, c'est complètement incestueuse. Ce sont parfois les mêmes entités, le même complexe étatico-industriel qui préside aux destinées de ce monde. Alors ces gens font des calculs à 40 ans, ce qui prouve qu'ils sont plutôt mieux organisés qu'on pense, et puis commandent des rapports, et ces rapports leur disent, écoutez, dans 40 ans, vous allez avoir un réchauffement de la planète qui est à quelques centièmes de degré près celui qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est pas des rigolos, les mecs. Et ils ont donc cette information en main depuis 40 ans. Alors dire que c'est une crise, effectivement, ça me paraît poser un problème terminologique. Quand quelqu'un a une information et qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire pour
d'abord prévenir le public et éventuellement agir dessus. On n'est pas dans une crise, on est dans quelque chose qu'on peut appeler un délit d'initié, éventuellement, comme il y en a en bourse, ou une affaire, comme il y a eu l'affaire du sang contaminé. Moi, j'aimerais qu'on parle d'affaires climatiques plutôt que de crise climatique, de délit climatique plutôt que de crise climatique, ou bien, comme je le fais dans le livre, en l'occurrence, de coup d'État climatique. Un coup d'État, il y a toujours des bénéficiaires, des gens qui s'en profitent. C'est un des traits forts de ce livre. C'est la description de à qui profite le crime, en gros, parce que on parle aussi de crime climatique en ce moment. C'est une notion qui revient en force ces derniers temps. À qui il profite ce coup d'État ? Il y a eu des textes qui ont déjà été écrits sur qui profite des crises climatiques et des catastrophes écologiques. Il y en a un assez célèbre, sur lequel je m'appuie, qui est la théorie du choc de Naomi Klein, qui a été publié au moment où, peu après le passage de l'ouragan Katrina, sur la Louisiane, et qui a montré que postérieurement à cet ouragan, il y avait eu un enrichissement très important qui s'était produit. Alors évidemment, pas du tout de ceux qui en ont été victimes. Les victimes, c'était essentiellement des gens qui habitaient dans ces endroits-là, qui étaient pauvres, qui étaient souvent noirs, et qui ont été expulsés, expropriés de fait par cet ouragan et dépossédés des moyens juridiques et financiers pour pouvoir réclamer leurs biens et revenir sur place. Ça a permis la gentrification de toutes ces zones de Louisiane que l'État fédéral et puis des propriétaires immobiliers convoitaient depuis longtemps sans avoir les moyens, juridiques à l'époque de pouvoir les mener à terme. Donc on voit bien qu'une crise, une catastrophe, c'est toujours, pour ceux qui n'en sont pas les victimes et ceux qui en quelque sorte peuvent en tirer les marrons du feu, l'occasion de s'enrichir. Alors sur le climat, on peut se dire on a une sorte de Katrina à l'échelle mondiale. On a une vision parfois du réchauffement climatique qui est une vision un peu apocalyptique où finalement c'est une sorte de rideau qui tombe sur le monde, on meurt tous ensemble en même temps et puis dans ce cas-là effectivement personne ne profite de rien, on est d'accord. Ce qu'on voit et ce qui risque d'arriver avant ce tombé de rideau final, c'est jamais il a lieu, c'est une succession précisément de catastrophes et de catastrophes localisées et comme par hasard dans des zones où vivent des gens pauvres qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas occidentaux, qui n'ont pas les moyens juridiques, financiers de se défendre. Et des gens moins scrupuleux qui finalement se disent toutes ces populations-là, elles n'ont plus d'eau, alors elles achèteront de l'eau minérale. Elles ont des semences qui ne résistent pas à la sécheresse, elles vont nous acheter des graines qui sont résistantes à la sécheresse, etc. Ou bien elles ont même des famines, des États faillis qui ont besoin d'armes. On va leur vendre des armes. En Syrie, vous avez typiquement une situation comme ça qui est, évidemment une situation d'origine, qui est une situation politique. Et puis on a quelque chose qui a précipité la crise syrienne, qui est une famine. Une grande famine qui a poussé les gens dans la rue, qui a poussé à demander du pain, tout simplement, et qui a déclenché cette espèce d'effet domino en cascade qui nous a amené où on en est. Et alors on en est où justement après tous les morts et toutes les guerres? On en est à une redistribution géopolitique des cartes en Syrie. Les Russes sont revenus, le pétrole est partagé entre les Américains et les Russes. La Syrie n'est plus un État indépendant et a dû finalement vendre les bijoux de famille pour payer des armes à son dictateur pour pouvoir écraser son peuple. Donc voilà, on voit bien comment toutes ces choses-là s'entremêlent et doivent être pensées ensemble. Et la Syrie est un bon exemple aussi du fait que c'est pas seulement des bénéfices économiques qui peuvent être tirés de situations aussi catastrophiques et désastreuses, c'est aussi des gains politiques. On pousse ses pions. Moi, j'aime bien dire que c'est comme une partie de poker où le dernier qui reste à la table rafle la mise des autres. Le réchauffement climatique, c'est un peu ça, C'est-à-dire le dernier pays qui aura la clim pourra ramasser en quelque sorte la mise de tous les autres qui crèveront de chaud. Le réchauffement climatique, on a tendance à le présenter uniquement sous l'angle de ce qu'on subit, c'est-à-dire du fait qu'on a commencé à le dire, qu'on ne pouvait pas avoir de prise dessus et que quelque part on était tous dépassés par les événements. Ce que vous montrez, c'est que il est entretenu et il peut être non pas subi, mais provoqué ou du moins accentué. Et là, on en arrive à une notion qui revient dans le livre que vous empruntez à Jean-Baptiste Fressos, qui est la notion du carbofascisme. Peut-être qu'on peut expliquer un peu de quoi il s'agit.
C'est une version un petit peu paranoïaque des choses, mais elle m'a été inspirée par ce qu'on est obligé de constater dans l'actualité tous les jours. C'est-à-dire que aujourd'hui, le sujet de l'écologie, c'est plus d'informer, de convaincre, d'alerter. Je crois qu'il y a un consensus qui s'est opéré là-dessus. Et malgré ça, vous avez des gens comme Donald Trump qui sont élus et qui sortent de l'accord de Paris, qui détricotent toutes les mesures de protection de l'environnement qui ont été prises par les gouvernements précédents. Donc qui accélèrent, on est bien d'accord, la dégradation des choses, et qui l'accélèrent en conscience, parce qu'on sait par ailleurs que Donald Trump, tous ses golfs sont assurés contre la montée des eaux. Il a même déposé un permis de construire pour mettre un mur autour de son golfe en Écosse pour le protéger de la montée des eaux. Tout en tweetant que les New-Yorkais ne devaient pas construire de murs pour se protéger de la montée des eaux parce que ce serait moche et ça servira à rien. Donc on est sur un double discours. Quand Bolsonaro non seulement ne protège pas la forêt dont il a pour une grande part la garde au Brésil, mais invite à ce qu'on y mette le feu, on ne peut pas croire qu'il ne sait pas que la forêt de l'Amazonie est aujourd'hui un des poumons les plus importants de la planète, etc. Ou quand Poutine finalement dit que le réchauffement climatique ça ne le dérange pas tant que ça parce que ça réchauffe les zones nord de la Russie où il y a des containers de pétrole qui sont souvent bloqués par les glaces. Et qu'en même temps la Sibérie est en train de brûler et qu'il n'y a pas un Canadair qui est envoyé là-dessus pour que ça s'arrête, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas effectivement une espèce de mot d'ordre qui s'est dit parmi ces gens, qui consiste à dire que montons complètement la température, puisqu'on y est, et puisque de toute façon on n'arrivera pas de façon à la faire baisser, autant la faire monter. Le mot auquel vous faites référence, le carbofascisme, c'est le mot qu'un historien des sciences a forgé pour réussir à s'expliquer à lui-même ce que je raconte, qui est que le trait commun de ces régimes, Trump, Bolsonaro, Poutine, c'est quand même un autoritarisme, un populisme, un illibéralisme dont les traits sont fascistoïdes, et justement cet autre point commun qui est une passion pour les énergies fossiles. Très fasciste d'un côté, passion pour les énergies fossiles carbonées de l'autre, on met les deux ensemble et on a effectivement une hybride, un espèce de truc nouveau dans le bestiaire des monstruosités politiques du XXIe siècle, qui pourrait être le carbofascisme, c'est-à-dire se servir du carbone pour faire advenir un monde sous la botte des gens qui sont les moins touchés par ces phénomènes et qui pourront, comme je le disais, rester à la table de poker et soumettre tous les autres. Il y a une notion qui, moi, m'a beaucoup intéressé et touché dans votre livre, c'est la manière dont vous décrivez la fascination malsaine qu'on a pu développer, collectivement, j'entends, pour l'effondrement. Et le fait que cette théorie de l'effondrement, qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, via ce que tout le monde connaît maintenant sous le terme de collapsologue, qui est devenu le nouveau log à la mode, cette théorie de l'effondrement, vous dites qu'elle cache un effondrement de l'état de droit qu'on ne veut pas voir. Ouais, moi je suis très sensible aux théories de l'effondrement. Je pense que ça m'a piqué au vif, ça m'a fait un bien fou. J'invite à lire les livres de collapsologues. Je crois qu'à un moment il faut effectivement se confronter de manière sensible au risque devant lequel on est, et là-dessus j'ai aucun souci. Ma seule réserve, c'est qu'on a l'impression quand on lit les collapsologues qu'il y a que deux états du monde, un état cornucopien, utopique, prospère, croissant, qui serait celui de la démocratie libérale telle qu'on l'a connue jusque dans les années 1950, et puis il y aurait en face un monde effondré qui serait obligé de réinventer une espèce de société vivrière, conviviale, qui redécouvrirait l'échange, les vertus de l'être ensemble. Au fond, on aurait dépassé le capitalisme en sacrifiant la terre, quoi. Ce serait le bénéfice qu'on pourrait tirer de cette histoire. Moi, il me semble qu'il y a une dimension qui manque entre les deux états, qui est justement toute la partie d'ombre que suppose une transition vers l'effondrement. En Afrique du Sud, il y a certaines zones où il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau au robinet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ne se sont pas auto-organisés en culture vivrière pour trouver de l'eau. L'armée a été dépêchée par l'État pour livrer des jerrycans. Et il ne faut pas sous-estimer la volonté de puissance et la volonté de vie et la volonté de survie de l'État et des sociétés organisées au-delà de leur date de péremption. Le mode d'urgence de l'État,
en cas d'effondrement, c'est l'armée, c'est la militarisation. Et je pense que ça fait partie à l'arrière-plan, en tout cas on le voit à l'arrière-plan de mouvements fascistes aujourd'hui qui s'appellent eux-mêmes des mouvements éco-fascistes, que une situation d'effondrement, notamment migratoire par exemple, provoquerait évidemment des situations de guerre à nos frontières, dont tirerait des coups de feu, on déclarerait l'état d'urgence, on monterait des barbelés, on basculerait dans un état d'exception où les militaires seraient appelés à remplacer la délibération démocratique. Je crois que cette vision-là de la collapsologie, elle mérite aussi d'être entendue. C'est la version un peu survivaliste, on va dire, c'est la version dark de la collapsologie, mais elle s'entend aussi, et je crois qu'elle est plus lucide que celle qui pense qu'on va tous vivre dans des friches permaculturelles en se tapant dans les mains, quoi. La piste sur laquelle vous nous emmenez, parce que le constat c'est bien, mais les solutions c'est pas mal aussi. La piste sur laquelle vous nous amenez vers la conclusion du livre, c'est la nécessité de dépasser l'idée, et on y arrive petit à petit, que l'effort individuel ne suffit pas, que la théorie du colibri, en gros, que tout le monde connaît, est un leurre, et que c'est un effort collectif qui permet d'affronter tout cela et de mettre un terme à ce coup d'État qui est en cours, qui est toujours en cours. Vous développez l'idée d'un écosocialisme. Ce serait quoi ? Si on arrête de partir du principe qu'on a tous le même intérêt à sauver la planète, mais qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas le même intérêt que nous à le faire, alors évidemment, il faut aussi se donner d'autres moyens. On ne peut pas dire que le problème, c'est la solution. Le problème, c'est le problème. Il y a un problème, il y a des gens qui veulent que ce problème soit plus grave. Donc, comment on fait ? Moi, je suis assez partisan de dire qu'à partir du moment où on considère qu'on n'est donc pas en crise, mais qu'on est en guerre, si on est en guerre, on se donne les moyens de la gagner, cette guerre. C'est-à-dire qu'on fabrique des armes. Et je trouve que dans le vocabulaire écologiste aujourd'hui, qui est de toute façon, par nature, par tradition, historiquement, très lié au pacifisme, à l'antimilitarisme, etc., il y a un refus d'engager et d'envisager cette posture, cette possibilité. Alors, moins chez les jeunes. On voit qu'avec Extinction Rebellion, avec Youth for Climate, etc., il y a une espèce de nouveau discours qui est venu sur le thème, bon, écoutez, vos COP21, tout ça, c'est de l'enfumage, vous êtes bien gentils, mais on va plus attendre plus longtemps, maintenant on y va. Il y a aussi un mouvement que j'aime beaucoup qui s'appelle Écologie sans transition, donc qui veut tout dire, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la transition, on va le faire. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que, mais même dans ces mouvements-là, je vois une sorte de limite à l'idée qu'au fond, on tape un peu du pied ou du poing sur la table, mais qu'on ne veut pas aller jusqu'à la logique qui consisterait à dire, mais qu'est-ce qu'on a finalement comme outil pour changer les choses concrètement ? On a un outil politique, c'est-à-dire qu'on doit gagner des élections. Moi, j'ai adhéré à EELV, j'ai découvert qu'on était 10 000. Il y a 10 000 adhérents à EELV en France. Il y en a 150 000 pour LR, il y en a 100 000 pour le Front National, il y en a 80 000 pour le Parti Socialiste. C'est-à-dire, comment on fait une révolution à 10 000 ? À quel moment est-ce que la génération qui a compris qu'il fallait qu'elle se donne des moyens d'agir, elle prend le pouvoir et elle se donne les moyens de prendre le pouvoir ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui s'est pas passé dans cette transmission d'héritage pour qu'elle ait déserté à ce point un milieu qui finalement est indispensable, quoi. C'est-à-dire, pour gagner des élections, il faut coller des affiches, il faut faire partie d'un parti, et puis c'est pas des associations qui vont gagner des élections. On a besoin d'outils financiers, on a besoin de plateformes de financement participatif, de collecte de fonds, quasiment d'un impôt révolutionnaire pour produire des outils, produire des objets, financer la transition agroécologique. Et puis, il y a la question de la recherche. Est-ce qu'on finance sérieusement la recherche pour, par exemple, décarboner l'atmosphère ou trouver des bioplastiques ? Ou est-ce qu'on laisse à Coca-Cola le soin de financer la recherche, et à Total, c'est-à-dire à ceux qui nous polluent ? À quel moment, dans les scénarios du GIEC et même dans les prévisions du Club de Rome, il y a aussi une dimension de soustraction des émissions. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement attendre des mauvais génies qui nous ont mis là-dedans, qui veulent bien couper le robinet de leur puits de pétrole. On ne peut pas attendre de notre ennemi qu'il nous sauve. On ne peut pas que attendre de notre ennemi qu'il nous sauve. Soit on lui tord le bras si on a les moyens, et si on n'en a pas, il faut qu'on invente un moyen de défaire ce qu'il fait à la planète, c'est-à-dire de dépolluer plus vite qu'il ne pollue. Moi, je suis un grand partisan d'une écologie qui réembrasserait des perspectives d'émancipation technologique. Aujourd'hui, l'ADEME, l'agence qui est chargée de la transition écologique en France, elle a un budget de 750 millions d'euros, donc déjà c'est rien. Et sur ce budget de 750 millions d'euros, il y a 27 millions d'euros pour la recherche.
On va pas s'en sortir si l'État met que 27 millions d'euros dans la recherche sur l'écologie. Il faut, comme disait Ruffin, il faut un effort de guerre, il faut une économie de guerre climatique pour réussir à se sortir de ce truc-là. Ça veut dire qu'effectivement, il faut imaginer moi, j'étais très inspiré quand j'ai écrit ce bouquin par Trotsky, par toutes sortes de réflexions que le marxisme s'est fait à une époque sur l'écologie, qui sont pas très connues, mais qui suggèrent une sorte d'ouverture sur plusieurs fronts, effectivement, de questions sociales, de questions économiques, et aussi de questions d'engagement, populaire, quoi, pour faire changer les choses. Donc, tout ça que je mets dans le mot d'écosocialisme. Et je redonne le nom du livre de notre invité, Le coup d'état climatique, c'est disponible, donc on l'a dit, aux éditions PUF. Merci à Marc Alizard pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de continuer quand même à trier vos déchets. Et à demain pour un nouvel épisode.